Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de ce journal, un programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle urgent selon le planning familial qui fait pression sur le gouvernement. Et oui, car ce programme n'a toujours pas été présenté alors qu'il est censé être mis en œuvre à la rentrée prochaine. En attendant, Sarah Durocher, la présidente nationale du planning familial, s'inquiète du militantisme forcené de certaines associations. Dans une interview accordée au DNA, elle déclarait ceci: les associations anti-choix et anti-droit gagnent du terrain. Elles ont lancé une offensive pour que cet enseignement n'ait pas lieu et font de la désinformation sur le sujet. Si le planning familial est impatient, c'est aussi parce que l'éducation sexuelle est rarement dispensée dans les écoles, les collèges et les lycées, faute de programmes et d'impulsions politiques, alors même que cette éducation sexuelle est obligatoire à raison d'au moins 3 cours par an. Ce qui a été retardé, ce qui a retardé les choses pour ce programme d'éducation à la vie sexuelle et affective, eh bien, c'est évidemment la motion de censure qui a fait tomber le gouvernement Barnier avant les vacances de Noël. Initialement, le texte devait être présenté le 12 décembre au Conseil supérieur de l'éducation en vue d'une publication pour la prochaine rentrée. Désormais, ce sera d'ici fin janvier, promesse de la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne. Lundi dernier, reste à savoir si consensus il y aura autour du terme d'identité de genre qui avait fait débat jusqu'alors. Un terme qui renvoie au sentiment d'être une femme, un homme, ni l'un ni l'autre, ou les deux. Mentionné 17 fois dans la deuxième version présentée en novembre, il avait suscité la fronde des associations conservatrices. Elle, en revanche, ne se fait pas attendre. La grippe hivernale continue même de progresser, en particulier dans les hôpitaux. L'épidémie se développe à un niveau d'intensité exceptionnellement élevé, d'après le bulletin hebdomadaire de Santé publique France publié hier soir. Augmentation dans toutes les classes d'âge, sauf les 5-14 ans. 20 plans blancs ont été déclenchés pour réquisitionner des lits et des personnels volontaires sur leur congé. L'hôpital français a bien du mal à gérer une épidémie qui demande certes un nombre d'hospitalisations plus élevé en ce début d'année, mais une épidémie saisonnière. Le témoignage du docteur Caroline Brémaud, ancienne chef du service des urgences de l'hôpital de Laval, au micro de Tarache Légal sur France Culture. On est en gestion de situation exceptionnelle, alors qu'en fait, c'est une situation, tout ce qui est de plus naturel au mois de janvier, en fait, en hiver. Moi, il y a 10 ans, quand j'étais interne, on ouvrait une unité saisonnière de novembre à mars dans une aile de l'hôpital qui était disponible parce qu'on avait les moyens d'anticiper la pathologie hivernale. Et actuellement, on n'a plus les moyens de faire face à ça. Ça veut dire qu'on a des gens qui restent aux urgences parce qu'il n'y a pas de lit d'hospitalisation. Ça veut dire qu'on est obligé de déprogrammer certaines activités et se mêle à ça la difficulté d'accès aux soins. C'est-à-dire que nous, dans notre département, les services d'urgence sont en accès régulé, c'est-à-dire qu'on n'accepte plus les patients sauf urgence vitale passé une certaine heure. Et moi, par exemple, lundi, je devais terminer à 20h30 et je suis rentrée chez moi à 1h30 du matin parce que j'avais personne pour prendre ma relève. Tousser dans son coude, se laver régulièrement les mains, aérer les pièces de vie, porter un masque dans les lieux publics, voilà quelques petits rappels sur les gestes barrières à adopter. Et par ailleurs, la vaccination est encore possible jusqu'au 31 janvier. Des établissements scolaires, il ne reste souvent que des débris sur l'île de Mayotte. Un mois après le passage du cyclone Chido, les jeunes Mahorais devraient reprendre le chemin de l'école le 13 janvier, mais finalement, la date a été repoussée. Charlotte. Oui, ce sera le 13 janvier pour les enseignants uniquement, et pour les élèves, ce sera 7 jours plus tard, le 20 janvier. Un changement de calendrier annoncé hier par le recteur de Mayotte, Jacques Mikulovic, et le préfet de l'archipel, François-Xavier Bieuville, lors d'une conférence de presse. La date initiale avait été annoncée par le Premier ministre François Bayrou lors de sa visite dans le département français fin décembre. Elle avait été confirmée par la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, dimanche dernier. Mais c'était trop tôt au vu du nombre d'incertitudes, comme le soulignait hier matin Axel Texweiss, professeur d'histoire-géographie au collège à Mayotte et rapatriée depuis en métropole. Elle était au micro d'Issy Roussillon, ex-France Bleu. Pour moi, ça me paraît un peu grand le 13 janvier, sachant que la quasi-totalité de nos élèves ont tout perdu. Ils n'ont plus de matériel scolaire, ils n'ont plus de toit, ils n'ont plus de nourriture, plus d'eau. Donc la priorité, pour l'instant, ce n'est pas l'éducation, c'est déjà de les prendre en charge.
En attendant le 20 janvier, la nouvelle date de la rentrée pour les élèves à Mayotte, un état des lieux devra déterminer dans quels établissements il sera possible d'accueillir les élèves, statuer sur l'adaptation des rythmes scolaires, décider enfin de la mise en place d'un renforcement de dispositifs de cours à distance et de tentes pour remplacer les établissements détruits. Reste à savoir si les professeurs seront au rendez-vous, car beaucoup, comme Axel Texweiss, ont quitté l'île de Mayotte et contrairement à elle, ne pensent pas y retourner de sitôt. Elisabeth Borne a annoncé une aide d'urgence de 2 000 € qui sera versée aux enseignants en difficulté, les plus touchés et les moins bien rémunérés. Dès aujourd'hui, vous pourrez trouver le journal Le Papotin en kiosque. Oui, Le Papotin, c'est cette rédaction composée d'une quarantaine de personnes non professionnelles et porteuses du trouble du spectre de l'autisme, leur marque de fabrique. Ces entretiens sans filtre, empreints d'humour et de sensibilité que vous avez peut-être découvert sous forme d'émissions télé sur la chaîne France 2. Les rencontres du Papotin, réalisées par Henri Poulain, est suivi par 3 millions de téléspectateurs en moyenne. Et le journal de cette rédaction, jusqu'à présent, on pouvait uniquement le commander en ligne, mais désormais, il est disponible chez les marchands de journaux. Le but, faire porter encore plus loin la voix de ces journalistes pas comme les autres. Le numéro actuel est au prix de 10 €. Et pour terminer ce journal, une date qui montre à quel point la crise démographique est importante au Japon. Le 5 janvier 2720, voilà qui nous amène pas mal loin, Virginie. Dans 695 ans, très exactement, le Japon pourrait ne compter plus qu'un seul enfant de moins de 14 ans. C'est en tout cas le résultat des calculs de ce professeur japonais, Hiroshi Yoshida, qui travaille au Centre de recherche sur l'économie et la société des personnes âgées à l'université Tohoku. Pour parvenir à ce résultat, il a mis au point une horloge conceptuelle avec en temps réel le nombre d'enfants dans le pays, et c'est basé sur les données officielles du Bureau japonais des statistiques. Moins de mariages et de plus en plus de célibataires, voilà ce qui explique l'exceptionnel déclin démographique de la population nippone, qui devrait passer de 121 millions de personnes en 2023 à 80 millions en 2100. Merci Shirley.